Vous m'avez traité d'abruti? Hein? Je pratique les arts martiaux, judo, aïkido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne cogne pas, je le regarde et je m'en vais. Eh ben tire-toi alors. Vous avez de la chance. Gros connard. Vous avez de la chance. Salut à tous, le ciel est bleu, l'eau mouille, les femmes ont des secrets, c'est ça la vie, je suis Eric et nous sommes le vendredi 2 décembre 2022. Il est exactement 21h45 ici à West Vancouver, British Columbia, Canada. Bienvenue sur le podcast de Fréquence MMA, l'émission calée et décalée sur le monde des arts martiaux mixtes et plus particulièrement de l'UFC. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Programme, donc nous voilà. J'ai posté une petite news sur les réseaux sociaux justement concernant une affaire dont on a déjà parlé dans le podcast 169 pour ceux qui ont bonne mémoire. C'était dans la Gazette, une affaire de Paris UFC avec un certain James Krause, etc. Vous inquiétez pas pour tout le monde, je vais tout remettre dans l'ordre à la sauce Fréquence MMA, chronologie, etc. On va rentrer dans un dossier plutôt suivi de dossiers qui en amènera d'autres. Je vous rappelle, première fois qu'on en a parlé ici, 10 novembre 2022. Et à présent, on perd pas de temps. Place au jingle. This past weekend, there was an investigation launched on the Minner and Shylan fight because the line movement went crazy in the hours leading up to the fight. Right. What can you do to even further safeguard the integrity of the sport when this kind of thing happens? Yeah, I mean, this is one of those things. There's absolutely zero proof that anybody that was involved bet on it. Nous sommes les parieurs. Pour moi, ce sera 1000 francs. Nous avons la même passion. Vous me donnez 900 francs, je m'arrange avec lui. Et nous aimons la partager. Tant pis, je perds 1000 francs. Mais vous allez me foutre le camp. Comme une famille. Moi, il fait peur, ce type-là. Nos matchs, on les vit ensemble. D'abord, il a des dents en or. Comme une équipe. Attendez, c'est quoi les annonces maintenant? C'est 80 un carreau pour vous. Mange du crabe, tu as dit 90. Mais attends, t'es fou quoi, j'ai jamais dit ça. Putain, je peux pas jouer avec toi, t'es un malade mental. Tiens, pour celui-là dans ton thermone et allez vous faire voir. Trois, 4. Coupe, vas-y coupe, je vous perds jamais. Vous pouvez m'arracher les yeux ou me brûler la bite, ça sert à rien, vous aurez pas un centime, rien. Et bien voilà pour ce petit jingle concocté de dernière minute, j'espère qu'il en aura ravi plus d'un, pas mal de références dedans. On démarre avec la déclaration de Dana White qui plein d'aplomb concernant cette affaire, ça c'était au tout début, on reviendra là-dessus tout à l'heure bien entendu. On a du Parion Sport, entremêlé de la traversée de Paris avec Gabin, De Funès, Bourvil, on a de la vérité Sigement. On a le grand classique utilisé par Winamax pour terminer. Enfin voilà quoi. Un petit pot pourri de tout ça. Alors les amis, je vous l'ai dit, pour bien comprendre tout ce qui est en train de se passer, parce que vous avez peut-être vu des trucs arriver, telle province du Canada interdit les paris, mais pourquoi, mais ceci, cela, James Krause perd sa licence, c'est un petit peu le bordel, ça part dans tous les sens. Tel fighter ne pourra pas combattre s'il est toujours sous la coupole de James Krause. Vous inquiétez pas, on reprend tout dans l'ordre. 17 octobre dernier, Hunter Campbell, le CBO de l'UFC, nous annonçait qu'un nouveau code de conduite avait été envoyé à tous les combattants, ainsi que leur team, un coach, etc., sur les paris internes à l'UFC. Et en gros, il était dorénavant interdit pour ces personnes, ainsi que leur famille, de pouvoir parier sur quelconque combat UFC, les leurs ou les autres, bien entendu. À ce moment-là, personnellement, je trouvais qu'il était enfin temps que l'UFC puisse se pencher sur ce sujet-là, un sujet qui peut prêter à des dérives, on le sait très bien. On a vu plusieurs fois des combattants parier sur leur propre fight, d'ailleurs. On pourra aussi évoquer un peu plus tard les raisons pour lesquelles ils étaient amenés à faire ça, question de paye aussi. Bref, à peine ce mémo envoyé, ce code envoyé, on se retrouvait déjà, quelques semaines plus tard, avec une suspicion de pari en interne. En question, 5 novembre dernier, le common event de l'UFC Vegas 64. Un combat entre l'américain Darrick Minner et le chinois Shavilan Nuerdanbiek. Alors Shavilan, ça va être plus simple pour le nommer, colle un ticket au express sur Darrick Minner, round 1. Alors, dans ce combat très rapide, je l'avais déjà expliqué, mais Minner avait semblé s'être blessé à la jambe après un body kick.
Chavilan touche très fort derrière avec un gros coup de genou et nous plie l'affaire par grand endpoint, coup de féroce, etc. en 1 minute 07. 1 minute 07, merci, bonsoir, affaire pliée. À ce moment-là, on ne retient que la performance de Chavilan. Sauf que, moins de 24 heures après le combat, ESPN nous explique que ce combat-là est placé sous enquête par une société américaine qui contrôle l'intégrité des paris. La raison de cette enquête, il y a plusieurs paris sportifs dans plusieurs États qui ont annoté ces paris-là comme suspicieux. On a la cote de Chavilan qui battait l'underdog d'Arik, qui a bougé considérablement dans les heures précédant le combat. Pour faire simple, un mouvement important de parieurs qui ont soudainement été convaincus que le combattant chinois non seulement allait gagner, mais surtout le ferait dans le round 1. Il y a beaucoup de paris qui, à l'approche du combat, étaient Chavilan vainqueur par KO round 1 ou Chavilan vainqueur avant 2 rounds et demi. D'ailleurs, à ce moment-là, les cotes, le jour du combat, ont tellement bougé que ça a poussé certains sites ou lieux de paris à retirer le combat des paris possibles. Je vous donne d'ailleurs un exemple. On a simplement la victoire de Chavilan qui est passée de moins 220 à moins 440 quelques heures avant le fight. Quand vous avez un moins, pour ceux qui ne connaissent pas tout ça, je le rappelle une nouvelle fois, c'est que vous êtes favori. Les plus sont les underdogs. Donc en gros, moins 440 si tu as une cote comme ça ici. Il faut tout simplement placer $440 pour pouvoir en gagner 100. Si ça avait été plus 440, tu places $100 et tu peux en gagner 440. Alors forcément, ces mouvements importants de paris sportifs ont déclenché immédiatement une suspicion et ont donc engendré un contact avec l'agence américaine pour procéder à des analyses poussées. Il y a notamment un fait qui leur a apparu assez bizarre et qui a de suite attiré l'attention, c'est que malgré le fait que la cote de Chavilan avait tellement bougé en sa faveur, et donc devenait forcément moins attractive en termes de gains, parce qu'il fallait mettre beaucoup pour pouvoir essayer de gagner quelque chose, les paris sur le chinois n'ont pas cessé, et au contraire, ont continué d'escalader. On a Matthew Holt, le président de l'US Integrity, qui s'est exprimé sur ESPN à ce moment-là, et qui avait déclaré « Notre but est toujours d'alerter l'industrie de toute potentielle activité suspecte, ou anormale ou néfaste dès que possible. Du coup, ils peuvent réagir aussi vite que possible. Dans ce cas présent, on espère qu'en envoyant quelques heures avant que le combat commence, on a peut-être pu aider à empêcher encore plus de paris suspicieux de passer. » Alors, dans le cas de ce combat Mineur-Chavilan, ce qui pose problème, c'est la blessure à la jambe de Mineur. Celle dont je parlais au tout début, où je rappelais, c'est vrai que quand il se blesse à la jambe, on est plus sur la blessure à l'instant T, on pense pas à tout ce qui s'est passé avant. Le samedi, juste avant le combat, on a des rumeurs qui ont commencé à circuler là-dessus. Et c'est cette même jambe qui a fini par lâcher après 30 secondes de combat sur ce kick au corps. Il y a un bon nombre de parieurs, des gros spécialistes qui ont été interrogés sur ce fight-là et ils ont communiqué avec ESPN sur ce qui s'est passé à leurs yeux. Il y en a certains qui sont, à l'époque, convaincus que Mineur a littéralement balancé le combat. Et il y en a d'autres qui pensent que les paris se sont excités du fait que l'information sur la blessure de la jambe de Mineur soit sortie un peu avant le combat, et blessure avec laquelle il n'aurait pas pu combattre correctement et certainement amené vers une défaite vu l'état physique dans lequel il était. On attendait forcément une réponse, celle de l'UFC. On a eu un communiqué de leur part dès le lundi suivant le combat. Ils déclarent par écrit « Comme beaucoup d'organisations sportives professionnelles, l'UFC travaille avec un service indépendant sur l'intégrité des paris. Il contrôle cette activité sur nos événements. » Alors là, l'UFC nous explique que leur partenaire, c'est l'agence Don Best Sports, qui va tout éplucher, mais qu'à l'heure actuelle, ils n'ont aucune raison de penser qu'il y a des athlètes impliqués ou quelques membres de leur team qui ont eu des actions irresponsables. Voilà leur déclaration à ce moment-là. On a eu aussi Dana White, le fameux tonton Dana White qui est dans le jingle au tout début, notamment par rapport à cette grande déclaration. C'est vrai qu'il nous a fait une sortie avec beaucoup d'aplomb. Alors on lui connaît, dans toutes circonstances, c'est vrai qu'il chie droit dans ses bottes, le mec. Il se montre
extrêmement catégorique, mais on va voir quand même il sent un petit peu le mec qui se justifie en se répétant énormément. Alors il déclare, il y a absolument zéro preuve que des gens impliqués dans ce combat ont parié dessus. Par contre, espérons que le fait qu'il y ait ce genre d'enquête dissuadera les gens de vouloir rentrer dans ce genre de combine. Le jeu n'en vaut pas la chandelle de parier sur ces combats-là. Il faut mettre une somme d'argent considérable pour beaucoup gagner, c'est trop de risques. Ce que je vous ai dit, quand quelqu'un est vraiment largement favori, c'est vrai qu'il faut mettre beaucoup de ronds pour gagner. Et donc c'est une sacrée prise de risque. La bonne chose, donc je reprends Dana White, la bonne chose, on voit comment il est facile de détecter des mouvements maintenant. Mais le risque n'en vaut pas le coup. Le journaliste lui rétorque, que pensez-vous qu'il se soit passé alors pour que les cotes bougent autant? Dana White répond, ça arrive tout le temps dans le sport. Ça arrive tout le temps dans le sport, vous le savez, ça il doit le répéter 3 ou 4 fois. Je pense tout simplement qu'on en fait beaucoup trop par rapport à ce qui s'est passé. Le journaliste lui répond, il s'agit quand même de 2 combattants que peu de gens connaissent, c'est pourquoi ça a déclenché l'alarme. Dana White répond, oui, mais ce n'est pas aussi grave que ce que les gens veulent bien faire croire. Ce n'est pas un gros problème, ça arrive tout le temps dans le sport. Il y a strictement aucune preuve que des gens ont fait de mauvaises choses. Mais tu peux voir à quel point c'est facile de détecter si des gens s'aventurent là-dedans, même sans placer un pari, juste en essayant de placer son pari. Et autre chose que je vais te dire, personne ne va accepter un tel pari sur un combat de MMA, à moins que ce soit un casino, et que tu sois un très gros joueur. Là, le casino prendra probablement le pari. Sinon, tiens, traverse la rue et essaye de mettre 30 000 $ sur un combattant obscur du bas de la carte. Ça ne marchera pas. Voilà. Donc vraiment, il est très facile de détecter. Et ensuite, on peut voir qui place le pari. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a aucune évidence que des gens en interne aient fait quelque chose dans ce cas précis. Les gens ont juste été alertés quand certaines personnes ont essayé de placer des paris. Voilà pour la déclaration de Dana White, on s'en souvient en backstage, c'était juste après une carte. À ce moment-là, c'est vrai qu'il est sûr de lui, je vous le dis, il se répète quand même beaucoup sur le fait que voilà, c'est détecté, la machine fonctionne plutôt bien, qu'il y a zéro preuve, etc. Mais le mec quand même est en train de devancer le résultat d'une enquête qui vient à peine de commencer. C'est-à-dire que voilà, pour lui c'est réglé l'affaire, c'est inspecteur tonton Dana. Pourquoi pas, on a envie de dire. On continue la genèse de l'affaire. Au moment du podcast, le 10 novembre, je rappelais que pour la petite anecdote, ça me faisait sourire en disant petite anecdote, mais c'est vrai qu'elle n'en est plus une aujourd'hui, Darrick Minner était coaché par un entraîneur, et vous le savez très bien, que j'adore, James Krause, mais qui au-delà du fighter de l'époque, il a pris sa retraite cette année définitivement, et de l'entraîneur de talent, gros talent même, est aussi connu à plus grande échelle, depuis qu'il s'est un peu répandu dans les médias à ce sujet-là, pour être un immense parieur dans le monde du MMA. Il en a fait un business extrêmement, et le E majuscule, juteux pour lui. D'ailleurs, il nous avait fait comprendre, en passant chez Ariel Helwani, notamment pour parler du combat de Moreno, etc., enfin bref, qu'il gagnait beaucoup d'argent à travers les paris, bien plus qu'avec le sport lui-même. Et quand il disait ça, dans l'interview, il se marrait. On peut voir aussi qu'il se la racontait un petit peu face à son succès. D'ailleurs, c'est souvent le cas des parieurs quand ils réussissent. Il y a un énorme boulard qui va derrière. Mais après cette interview-là, il y a beaucoup de gens, notamment des gens qui connaissent ce game du pari, qui pour moi, je le connais mais vraiment en très très grande surface. Eux ont très rapidement ouvert les yeux sur le business de James Krause. Et quand Ariel Helwani lui demande dans l'interview s'il retournerait combattre, lui explique non, que de toute façon ça lui prendrait trop de temps en se consacrant au combat, etc. Et puis ça lui prendra du temps sur le business qu'il consacre à côté, et que financièrement ça n'avait aucun sens pour lui. Il avoue aussi dans le podcast qu'il le parie sur tous les combats dans lesquels il est impliqué. Exemple, il avoue avoir parié sur le dernier combat de Brandon Moreno. Bon, ok, mais ça, il le fait quand même assez ouvertement. Et c'est vrai que sur le coup, on regarde le truc en se disant, d'un côté, t'es fasciné parce que le mec présente beaucoup de réussite, et d'un autre côté, t'as un truc au niveau éthique, tu te dis, ça peut poser des questions. Il rappelle aussi qu'il a un Discord
Vous savez qu'il y a le Discord Fréquence MMA, mais bon là, ça n'a rien à voir. C'est une autre planète avec James Krause, avec 2000 membres environ, où il divulgue ses conseils pour parier, et pas juste conseiller, mais carrément acteur dans les paris. Précision, l'adhésion à son Discord, c'est pas donné pour avoir tous ces conseils-là. Alors les chiffres, c'est vrai que varient. Moi, j'avais donné vraiment la fourchette très haute avec 5K, etc. par mois que certains pouvaient payer, mais ça commence vraiment à $50 par mois où tu dois pas avoir grand-chose quand même en conseil. 2000, voire plus. Ça dépend en fait de ce que tu demandes et où tu vas. Et lui, il répète beaucoup dans le pari, mais vous savez, même quand ils mettent des grosses sommes, finalement à l'arrivée, ça leur rapporte beaucoup plus que ce qu'ils ont engagé mensuellement dans le Discord. Il y a un truc, quand il parle du Discord avec Ariel Lewani, que moi j'avais pas noté à l'époque, que je vous rappelle, je suis vraiment pas expert en paris, ça amuse mais gentiment, vite fait. Apparemment, certaines de ces méthodes dont il parle sont, de manière éthique, largement contestables dans le monde du pari. Il explique qu'il prend le contrôle de certains autres comptes, donc dans les salons Discord, etc., pour parier à leur place, comptes de parieurs qui sont normalement rattachés à des numéros de sécurité. Pour la bonne et simple raison, de toute façon, qu'il faut confirmer que c'est bien toi qui utilises ton compte. La même chose en France. Et là, c'est vrai que si tu prends le pouvoir du compte de quelqu'un d'autre, tu ouvres la porte à des spéculations douteuses. Il y a pas mal de gars, justement, qui sont très spécialisés, qui ont fait des petits focus dessus, parce que moi, j'avais pas toutes ces questions-réponses, où ils expliquaient, par exemple, que ce type d'action-là, te servir des autres comptes pour cacher ton propre pari. Donc, potentiellement, jusqu'à aller masquer un fight peut-être un petit peu arrangé ou ceci, cela. Alors, là, je précise qu'on parle des possibilités que ça offre, pas de faits qui auraient pu se passer ou quoi que ce soit, on laisse faire les enquêtes. Autre chose que je rappelle, Krause, à ce moment-là, en plus du Discord, anime aussi un podcast là-dessus qui s'appelle le 1% Club Podcast. Maintenant, on reprend la chronologie. Quelques jours après la sortie de ce problème-là qui commence un petit peu à éclabousser, on a forcément ESPN qui tente de joindre James Krause pour pouvoir lui poser des questions. James n'a pas souhaité répondre à toutes les questions sur cette affaire. Du coup, ça va du côté du manager du combattant, mineur, qui a été contacté dès le lendemain du combat. C'est Andrew Lee, qui a répondu lui par écrit. Il a dit, tout simplement, de manière laconique, qu'il n'était pas au courant de tout ça, et c'est tout. Voilà. Prolixe le garçon, comme on dit. Là, je me dis, à ce moment-là, vous vous en souvenez peut-être, le 10 novembre, on va voir s'il y a une suite. En opinion, je me dis que voilà, que les cotes ont bougé de manière assez violente après que l'info sur la jambe soit sortie avant le fight. Moi, ça c'est plutôt ma version que j'ai. Je me dis voilà, là, ça a fuité et puis derrière ça nous a provoqué ce truc-là. C'est pas venu de manière anodine. Je suis pas débile non plus. On a d'ailleurs à ce sujet-là Joey Odessa, un célèbre et respecté parieur qui avait noté en direct l'intérêt massif, donc en direct, donc le samedi du combat concernant ce fight-là. Et il avait eu vent des alertes envoyées au site de Paris. Il avait déclaré, ça ne veut pas dire que le combat était fixé à l'avance, mais plus que définitivement, quelqu'un savait quelque chose. Ma dernière réflexion quand j'ai entendu Monsieur Joey, c'est que, ok, très bien, mais le truc dans le cas présent, qui a fait sortir l'info? Voilà. J'en étais là, ça c'est pour ceux qui avaient déjà écouté le 10 novembre, j'ai rajouté quelques infos en plus avec le décortiquage de Dana White et la sortie de James Krause avec les paris, les mecs qui avaient analysé un petit peu cette sortie-là. On va pouvoir attaquer la suite avec ce qui s'est passé cette semaine-là, mais aussi revenir un petit peu en amont, parce qu'il s'était passé des choses qui, ça rajoutait des petites pierres à l'édifice. Je comptais en faire un petit dossier pour faire le suivi de dossier, là tout s'est accéléré, donc on va tout reprendre. Le 19 novembre dernier, on avait Miles Jones, poids coq UFC, qui combattait à l'Apex de Las Vegas. L'entraîneur de Jones n'est autre que James Krause. Mais le truc, c'est que ce 19 novembre, James Krause s'était vu interdire le fait de pouvoir coacher Jones le jour du combat, du fait que l'enquête était en cours. Donc Krause n'est pas venu, ce qui n'a pas empêché Jones de gagner au passage. Mais le fighter, dans la cage, a dit au micro que l'UFC avait écarté Krause et l'avait carrément suspendu. Du côté de l'UFC, on a été beaucoup moins catégorique à ce moment-là. Le 19 novembre, on a mis un petit peu plus les formes. En déclarant, non, il a pas été suspendu. En gros, qu'ils ont décidé avec le Nevada
qu'il ne voulait pas que Kroos puisse être dans le coin de Fighter tant que l'affaire, voilà, était en cours, l'enquête était en cours. Bon, on joue un petit peu sur les mots, mais c'était histoire de, voilà, comme Dana White avait dit qu'il n'y avait aucune suspicion ou quoi que ce soit, il fallait pas quand même dire non, on l'a suspendu direct, on est dans la merde ou quoi que ce soit. Non. Ce même 19 novembre, un peu plus tôt dans la journée, on a eu le département de jeu du New Jersey qui avait envoyé une note au site de Paris et lieu de Paris, une note complètement générale, pour leur informer de ne pas mettre les paris en jeu sur tous les combats où James Kroos serait impliqué en tant que coach, alors ce qui déclare coach, promoteur ou combattant, mais bon, il combat plus. Donc en gros, là, tu pouvais pas parler dans l'état du New Jersey sur le Jones en question qui combattait le soir même. Forcément, effet boule de neige, il y a aussi de la conséquence pour James Kroos lui-même, qui a fermé, on s'en doutait un petit peu, mais ses canaux de conseils de jeu sur la plateforme Discord, ça terminus, ainsi que le podcast 1%. Bon, ça paraissait un petit peu logique. Dans l'enquête sur cette affaire du combat mineur Chavilan, je reste sur Chavilan, comme ça je fais pas d'erreur de prononciation, vous l'aurez compris. On apprend aussi que le combattant mineur fait face à une sanction de la part de la commission athlétique du Nevada pour ne pas avoir révélé sa blessure à la jambe avant le combat, là au moment où il avait rempli son bulletin médical de pré-combat. Le cas de mineur va être jugé le 14 décembre prochain à la commission. Bon, alors ça sort ici, mais il y a pas mal de cas quand même où on a appris après que les fighters avaient un peu masqué les blessures, etc. On n'entend pas de potentielles sanctions de passage devant les commissions pour ces gars-là. Il faudra le fair play pour tout le monde. Et voilà, nous arrivons, par contre, à la bombe qui a découlé cette semaine de toute cette affaire-là. Ce jeudi 1er décembre, donc hier, et vous l'écoutez le samedi, le podcast, donc il y a 2 jours, à la suite des récentes controverses sur cette affaire UFC VK64, la CAJO, C-A-J-O, donc en français, ou la AGCO, si vous lisez en anglais, vous verrez souvent passer le AGCO, donc la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario, province canadienne, nous balance un missile atomique. Alors la bombe qu'il lâche, je les cite, tous les exploitants de casinos, les opérateurs de loterie, le e-gaming qui offrent de parier sur les événements sportifs doivent cesser d'accepter les paris sur les événements UFC. Annonce à effet immédiat en raison de préoccupations concernant le non-respect des exigences d'intégrité des paris de l'AGCO. Alors ça, quand ça sort hier, on reste tous sur le cul ici. Ça s'appelle, etc. C'est un immense coup à ce moment-là qui est porté à l'UFC et au site de paris en ligne. Si tu connais un petit peu le Canada, pour situer, l'Ontario, ça abrite la capitale Ottawa. Et ça abrite aussi une certaine ville qui s'appelle Toronto, 2e plus grande province du Canada, derrière Québec, mais c'est surtout la plus peuplée du Canada. On parle d'un énorme marché très reconnu pour les paris sportifs. Donc, gros coup dur. On reprend de la déclaration de l'AGCO. La décision d'interdire les paris UFC est due au respect des normes du registraire qui vise à protéger contre la manipulation des cotes, le trucage de matchs et d'autres problèmes d'intégrité des paris sportifs. L'AGCO a pris connaissance d'incidents présumés rendus publics, y compris de possibles paris par des initiés de l'UFC, ainsi que des rapports de modèles de paris suspects dans d'autres juridictions. Un incident spécifique n'est pas spécifié. Alors là, c'est pour dire que c'est pas forcément que le cas Miller, vous imaginez. Les normes d'enregistrement de l'AGCO interdisent à toute personne ayant accès à des informations non publiques de parier sur des combats, ce qui comprend les combattants, les entraîneurs, les managers et les professionnels de santé, entre autres. Donc, ce qui rejoint le récent mémo UFC pour interdire les paris internes. Voilà, ça j'en parlais un petit peu plus tôt. Ça, c'est ce qu'ils rappellent par rapport en gros à leur charte. Leur charte vous explique que vous pouvez pas faire ça. Voilà, c'est exactement ce que fait aussi l'UFC, mais ils se sont pris un peu tard l'UFC. Eux, ça fait longtemps que c'est mis en place. Tom Mungan, le PDG de la CO, déclare « Les normes existent pour protéger le public des paris et pour fournir les garanties nécessaires contre la manipulation des cotes, le trucage des matchs et d'autres problèmes d'intégrité. Ce n'est pas une décision que nous prenons à la légère connaissant la popularité des événements UFC dans les paris sportifs de l'Ontario. Cependant, les risques liés aux paris d'initiés sur l'intégrité des événements
et des paris devrait être très préoccupant pour tous. C'est certainement pour nous. Nous continuerons de travailler avec les opérateurs de jeux, l'OLG, l'e-gaming de l'Ontario et l'UFC pour nous assurer que les paris sur les événements de l'UFC respectent les normes de la GCO. Voilà pour les grosses déclarations concernant l'Ontario. Hier, quand ça sort, je me dis bon, attention, le Canada, c'est souvent boule de neige. On avait eu ça un peu pour le Covid et tout ça, et les normes et les obligations qui devaient en découler. T'as une province qui emboîte, l'autre qui dit elle fait de la résistance, et puis finalement ça suit derrière. Donc je me dis, ça pue un petit peu, c'est un coup de massue potentiel sérieux sur le MMA, surtout si on a d'autres provinces qui embrayent le pas. Alors moi, concernant là où j'habite, on a la BCLC, la British Columbia Lottery, voilà, c'est une coopération qui gère la Colombie-Britannique, donc je vous l'ai dit là où je vis, Manitoba, et une autre province, et qui a ses jeux réguliers par playnow.com. Alors eux, voilà, disent on bloque rien et on continue d'offrir la possibilité de parier sur l'UFC. Ils déclarent qu'ils vont continuer de suivre attentivement les évolutions en coordination avec les partenaires des autres provinces canadiennes, mais qu'avec PlayNow, ils n'ont pas détecté d'anomalies sur les events UFC. Donc, on se dit, bon, tout le monde n'embraye pas le pas. Et si, pas tous, mais on a quand même la province d'Alberta. Alors, dans un premier temps, la province d'Alberta, c'est comme la Colombie-Britannique, etc., qui dit suivre la situation de près. Mais ça dure pas très longtemps. Derrière, l'Alberta change de ton, devient le second État à interdire la possibilité de parier sur l'UFC. On a la GLC, donc l'Alberta Gaming Liquor and Cannabis, qui dit, qui interdit tout ça et qui va plus loin. Tous les paris qui ont été déjà effectués sur l'UFC vont être ou ont déjà été remboursés aux parieurs. Je ne sais pas si on se rend compte en France, mais c'est un véritable tremblement de terre. Je vous assure, tout le monde ne parle que de ça. Bon, bien entendu, si tu suis pas du tout le sport et les paris, peut-être un peu moins, mais sinon c'est un bordel monstrueux. Mais c'est pas terminé. Ce vendredi 2 décembre, on continue l'escalade. On apprend que la commission athlétique du Nevada finit par suspendre la licence de James Krause, le temps de l'enquête. Donc là, finalement, le truc du Nevada, non, on voulait pas qu'il soit dans le coin, etc., machin. Non, quand ça a commencé à trop chauffer, à un moment, ils se sont dit, bon, allez, hop, on suspend la licence et tout le bordel. Derrière, on a Hunter Campbell, le retour, celui du mémo, là, le CBO de l'UFC, qui envoie un autre mémo à toutes les personnes qui bossent avec James Krause. Et en gros, toutes les personnes qui entourent James Krause et qui bossent avec lui ne seront plus autorisées à participer aux events UFC. On parle des fighters, là, tant que l'enquête gouvernementale est en cours. Gouvernement, on rigole pas du tout, le FBI est impliqué, les amis. Communiqué de l'UFC derrière tout ça, pour bien nous expliquer, l'UFC a averti James Krause et les managers respectifs que les faits étaient immédiats. Les combattants qui choisissent de continuer à être coachés par James Krause ou qui continuent à s'entraîner dans sa salle ne seront plus autorisés à participer à des events UFC le temps de l'enquête. Bon, ils finissent une petite phrase derrière. L'UFC a par ailleurs cuté Darrick Minner de l'organisation. Alors ça, bon, le cut de Darrick Minner, on va dire, c'est la conséquence de tout ça, de cette riche. On a envie de dire que quoi qu'il arrive, même sans l'affaire, le mec était sur 3 défaites de suite à l'UFC, 6 combats UFC, 4 défaites, un no-name, 32 piges, à 99%, il n'aurait pas suivi. Donc voilà, ça sentait quand même le roussi et la fin pour le mineur. Au passage, pour rester là-dessus par rapport à l'effet immédiat, on a ce samedi à l'UFC Orlando Marcelo Rojo de la Team Krause. Bon, lui, vu le timing, il s'est quand même vu autorisé de pouvoir rester sur la carte pour combattre. Voilà. Parce que là, le truc qui sort le vendredi, le mémo qui arrive, et puis lui, le samedi, bon, il a pas trop, lui, il a fait tout le taf, il a fait sa pesée, il a fait tout le bordel, donc il va quand même combattre. Voilà, les amis, pour toutes les informations disponibles à l'heure où je vous parle. Voilà, tout simplement. Il y en a peut-être qui vont sortir de plus, 22h et quelques, c'est tout ce que j'ai là, sur la côte ouest américaine. Peut-être qu'au réveil, peut-être si vous écoutez 2 jours après, tout a encore basculé, d'autres provinces ont joint l'affaire, peut-être que les États-Unis s'y sont mêlés aussi en attendant
certains États américains en interdisant des paris UFC. Cette affaire, franchement, j'insiste beaucoup là-dessus, à la manière de Dana White, est clairement une bombe. Le timing en plus, les amis, le timing. L'UFC qui interdit les paris en interne, et ça qui arrive derrière. C'est vrai que je crois pas trop, de manière générale, aux coïncidences. Je pense que là, le vent tournait pas dans le bon sens. Trop de fighters, c'est vrai, régulièrement parier sur leur propre fight. Je les blâme pas. J'ai dit que j'allais mentionner ce point-là. Beaucoup ont expliqué parier sur leur paye leur paye complète, sur leur combat pour tenter un coup financier. Alors là, on a souvent eu le truc qui se mordait la queue avec les contrats UFC, les payes. L'UFC paye de manière générale, on l'a expliqué maintes et maintes fois, il y a beaucoup de dossiers là-dessus chez Fréquence MMA, je l'explique pour les plus nouveaux, mais assez mal ces fighters-là. Interdit des sponsors, voilà, donc qui généraient quand même un bon billet, ils viennent avec leur sponsor unique qui redistribue pas très bien d'ailleurs. Donc tu tentes de chercher de l'argent ailleurs, et il y avait cette possibilité-là, cette fenêtre qui restait ouverte, avec toutes les questions éthiques que ça pose, Mais on se souvient de combattants tentant, voilà, la totale de leur paye sur leur dernier fight au contrat en disant, bon bah voilà, si je sors ou quoi que ce soit, je perds tout, mais des fois, va savoir, est-ce qu'ils parient vraiment que pour eux ou sur leur défaite ou quoi que ce soit, je vous dis, niveau éthique, ça pouvait être limite. Et puis, pour revenir à ce vent qui se levait pour l'UFC au niveau des paris en interne, il y a eu la sortie de James Krause. Et c'est vrai qu'avec le recul, cette sortie chez Ariel Helwani, elle est assez catastrophique. Avec un Ariel Helwani en face, surtout quand on réécoute, pas con du tout, tu vois, on le sait, il peut pas encadrer Dana White, il a des soucis, il a eu des soucis avec l'UFC, etc. Tu sens bien que dans les questions, il insiste beaucoup sur le sujet des paris UFC, tu vois, avec Krause. Il insiste beaucoup, il y a un mélange entre fascination, etc. Et donc, il a d'ailleurs une rubrique, lui, de paris avec DraftKings, etc. dans leur machin, mais tu sens que il met de l'huile sur le feu, là, sur une braise qui est en train de bien prendre. Et le comble aussi de cette affaire-là est que quand tu sais qu'un des plus gros sponsors de l'UFC, c'est le site de paris en ligne DraftKings. D'ailleurs, petite parenthèse sur le site DraftKings, pour reparler de l'Ontario, tu peux voir les faits tout de suite. DraftKings continue tout ce qui est paris sur le MMA, donc ONE FC, Bellator, PFL, mais tu ne vois plus l'UFC. Et c'est vrai que c'est assez bizarre quand même, la plus grosse ligue du MMA mondial ne pas figurer sur un tel site de paris en ligne, qui plus est sponsor de l'UFC, c'est une image assez cocasse. Alors, sinon, bon, on a l'enquête qui est toujours en cours, ça va un petit peu durer, on voit que les choses évoluent, ça pourrait évoluer encore plus vite. Je vais pas affirmer de mon côté quoi que ce soit. Krause est-il coupable? Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Je suis pas au FBI, je fais pas l'enquête, etc. On peut supposer, certains vont affirmer, certains vont dire mais je savais déjà ou quoi que ce soit. Moi, la seule chose que je pense, et ça change pas vraiment, c'est que oui, il y a une couille, il y a une petite couille dans le potage du fight de mineur, voilà. Moi, ma couille, c'est plutôt sur qui a balancé la blessure, voilà. Le truc dans le potage, il est là-dessus. Concernant James Krause, ce que je pense, alors j'ai dit combien de fois, c'était vraiment un de mes coachs préférés. Je savais qu'il faisait de l'argent avec les paris, etc. J'ai découvert aussi avec Ariel Helwani qu'il se faisait un pognon monstre, mais vraiment monstre. J'ai trouvé, de manière générale, toujours très peu éthique le fait de pouvoir parier sur des gars à toi, quoi. Tu vois. Maintenant, je suis aussi honnête. Je n'ai jamais pensé non plus qu'il baignait là-dedans quand j'ai appris qu'il pariait sur ses propres fighters en me disant ouais, il est en train de tout truquer, etc. Surtout en s'exposant de la sorte, en faisant autant de pubs sur ses succès. Voilà. Je ne sais pas, j'insiste, je ne sais pas son importance dans le cas présent, dans le dossier. Est-ce que c'est juste, il a sorti la blessure? Est-ce que finalement, ça vient pas de lui, il a rien dit ou quoi que ce soit? On va savoir. Moi, ce que je peux dire sur l'affaire Darrick Minner le concernant, c'est, ça c'est pas mon avis, mais l'enquête en question se pose sur la question à l'heure actuelle de savoir si Krause a vraiment poussé son combattant à combattre même blessé en lui expliquant que quoi qu'il arrive, il serait pas perdant, vu l'argent qui était en jeu, etc. Donc là, ça c'est vraiment une des questions principales sur laquelle ils sont en train de bosser. Mais l'affaire Minner, c'est un point de départ de tout en fait. Et on s'aperçoit aujourd'hui que ils épluchent tout. Ils sont en train d'éplucher même des combats passés le concernant, James Krause. Pas forcément en tant que fighter, mais avec des gars à lui. Et là, potentiellement, on peut ouvrir la boîte de Pandore.
ça pourrait impacter bien plus de personnes que le simple James Krause. C'est vrai que Krause, là, en ce moment, c'est la tête de gondole, quoi, tu vois, du bordel, hein. Il est sur toutes les bouches, il y a beaucoup de gens qui disent « Mais t'as foutu les paris de l'Ontario en l'air, tout est de ta faute, etc. » On pourrait aussi penser que c'est un arbre qui cache peut-être, hein, moi, toujours du conditionnel, sans tant que je suis pas sûr, peut-être une grande forêt, voilà. C'est quand même pas anodin quand t'as le FBI qui est dans les papiers et qui veut tout creuser, hein, ça peut sentir un petit peu bizarre. Et quand je parlais, là j'évoquais le fait d'éplucher d'autres fights où James Krause a parié, on a un exemple, hein, qui revient avec ce 19 novembre avec Mal Jones, là, y a une enquête qui va se poser là, qui est en train de se poser sur ses paris ce jour-là, parce que Krause se vantait sur Discord de faire un très beau 8/8. En soi, why not de faire des 8/8, de faire des fois des grands chelems, etc. On a quelques exemples dans le jeu du prono ou dans la rubrique prono où il n'y a pas d'argent chez nous, on en parlera aussi, mais sur le Discord. Mais ce qui met la puce à l'oreille des enquêteurs dans ce 8/8, c'est que il y a 2 paris, dont un qui est misé sur une cote à plus 550, hein, donc en underdog c'est massif, mais c'est pas juste un underdog, il en a mis 2, il y en a un autre à plus 225. Oui, en soi ça peut passer, mais là, vu l'affaire mineur qui est sortie juste avant, tu rajoutes la probabilité très faible de faire un 8/8 avec 2 telles cotes à l'intérieur, un tel combo, oui, ça braque en ce moment la grande attention des enquêteurs. Voilà sur ce que je peux dire sur les informations et sur la suite concernant James Krause. Personnellement, j'ai quand même du mal à le voir s'en sortir indemne, quasiment quoi qu'il arrive. Ça s'annonce très compliqué. Parce que là, on est en mode escalade. Si vous suivez un petit peu, ça tombe limite toutes les 2 heures, quoi. Alors, s'il est trempé, même de manière minime, bon, le MMA oublie, quoi. L'UFC, voilà, on le reverra plus jamais avec une licence pour une salle, ça, il en aura plus. Et puis, très certainement, il pourra plus coacher. Ça paraît compliqué. S'il s'en sort et qu'il est vraiment, qu'on dit voilà, il est pas impliqué dedans, et on a quand même la sensation que l'image va en prendre un sacré coup et que oui, ça peut être vraiment très compliqué pour lui, parce que il y aura toujours des doutes. Et puis vous savez, quand on cherche, qu'est-ce qu'on dit, on trouve. Donc peut-être qu'il y est pour rien sur Mineur, mais peut-être qu'il y a une petite boulette sur un des autres fights précédents, et c'est peut-être celle-là qui va le faire tomber. Je sais pas, encore une fois, je suppute. Voilà, il est peut-être pas impliqué directement dedans, il va peut-être s'en sortir et tout, et sincèrement, je souhaite vraiment pour lui qu'il soit pas dedans. Je vous dis, j'adore le coach, j'adore ses discours sur les fighters et tout, mais après, s'il est véreux, qu'il prenne cher, parce que le dégât que c'est en train de causer sur notre sport, on va y venir, c'est costaud. Pour beaucoup de personnes, en tout cas, de ce que je retiens, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai lu, de ce qu'on m'a balancé comme info, il apparaîtrait peu probable qu'il ait 0 lien avec les infos sorties sur la blessure de Mineur. Voilà. Maintenant, pareil, encore une fois, je ne sais pas. Je vous balance ça comme ça. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a une rumeur qui tourne pas mal. C'est celle que son service de paris n'était pas au mieux à ce moment-là du combat, et qu'il aurait utilisé le pari du fight Mineur pour ses abonnés. Je parle que d'une rumeur, c'est comme tous les dossiers de Fréquence MMA, on se doit d'être complet, donc c'est une rumeur qui passe, on peut la lire, de sources qui sont généralement assez bonnes, donc voilà, on la balance, on se doit d'être complet, ou au moins essayer de l'être. De mon côté, je vous avoue que je vais essayer de rester un chou naïf et positif pour pas croire au pire, même si intérieurement, je flippe vraiment de ce qui peut sortir. Après, c'est pas ma boîte, l'UFC, mais moi, je vois plus loin que l'UFC, là, quand même. Pour le moment, moi, je vais rester juste sur le fait que je crois pas encore aux combats et qu'ils vont nous sortir des combats complètement arrangés. Là, ça serait vraiment pire que tout, si un truc comme ça arrivait. Je suis plus sur la piste d'avoir certaines informations concernant des blessures qui sont sorties en amont. Voilà, c'est le truc qui t'empêcherait peut-être de gagner ou quoi, et laisser courir ce bruit-là pour influencer des paris. Attention, c'est véreux, c'est totalement illégal ou quoi que ce soit, mais je suis plus sur ce truc-là. Après, je parlais de fight arrangé, tu vois, ça c'est entre les fighters en amont, j'ai plus de mal à y croire, ou j'ose vraiment pas y croire.
Par contre, là-dessus, en termes d'arrangement, pousser par exemple ta victoire à la décision quand tu pourrais peut-être terminer parce que le pari est plus dans ce truc-là, scorer plus de takedowns, sachant qu'on peut parier sur beaucoup d'aspects d'un combat en direct. Hein. Et ça, souvenez, les plus anciens peuvent s'en souvenir. Au moment où l'UFC avait sorti ces paris-là où tu pouvais parier limite à la minute, le nombre de kicks et tout, on en avait parlé dans un podcast en disant que ça ouvrait quand même certaines possibilités à des paris un petit peu suspects. En tout cas, même si je me veux me forcer la douille du mec naïf et tout, je serais quand même pas surpris qu'on déterre quelques cadavres. On a l'impression qu'on est qu'au début, voir une enquête gouvernementale impliquée comme ça. Est-ce que James Krause n'est pas la partie immergée de l'iceberg? La grosse phrase, quoi, tu vois. Bon, en tout cas, pour terminer sur ce dossier qui va nous amener des suivis de dossiers, hein, on en est déjà au deuxième là. Pourquoi il faut quand même comprendre que c'est un immense coup dur ce qui est en train d'arriver, sûrement, mais clairement, hein, un des plus gros trucs qu'on ait jamais vu arriver dans notre sport. Je crois qu'Elwani l'a tweeté d'ailleurs, il avait, je pense que c'est un sentiment qui est partagé, lui il disait que depuis 2006, limite il avait jamais vu un raz-de-marée, un truc potentiellement aussi dévastateur arriver. Mais c'est vrai que quand on sait que, on se rejoint beaucoup à dire ça, mais quand on sait que ce sport, on le sait ce qu'il a dû affronter pour devenir légitime. Combattre la sale réputation qu'il a eue. Rassurez-vous, hein, en France, même s'il y a une très sale réputation, ici aussi, ça a dû se batailler pour enlever ce truc où tout est permis, sport de barbare, limite tu peux te faire tuer dedans, c'est n'importe quoi, etc. Immense connerie qu'on n'a pas entendu, des États qui ont mis du temps à légaliser et tout, comme New York. Et on peut le dire, franchement, c'est un sport c'est peut-être le sport qui a connu la plus grande adversité, voilà, pour pouvoir éclore. Mais c'est un truc de dingue. Mais, à l'arrivée, le MMA a fini par prendre une place massive dans le monde du sport mondial, dans la société. Tout le monde connaît ce sport. Beaucoup ont fini aussi par le respecter, voire même changer d'avis, voire l'adorer. Voilà. Le MMA est ancré dans le paysage mondial des plus grands sports. Alors peut-être plus dans certains pays que d'autres, mais en tout cas c'est assez massif dans les continents où il compte. Et ce qui arrive là peut potentiellement être catastrophique. Alors là vous avez tous les ennemis de l'UFC qui se frottent les mains, pas forcément les mecs d'autres organisations, attention, hein, de MMA, mais vraiment ceux qui peuvent pas se les blairer, et eux ils vont faire en sorte de pouvoir appuyer la tête dans les toilettes, quoi, tu vois. Donc tous ceux qui aiment pas Dana White ou quoi que ce soit, même si Dana White c'est la figure de proue, hein, c'est pas le boss ultime de l'UFC. Mais forcément, voilà, à travers l'UFC, qui est la figure de notre sport, parce que, et on le rappelle aussi, hein, pour beaucoup, le sport, le MMA, c'est l'UFC, voilà, tu vois. C'est tout simplement pour beaucoup de gens, les gens, ils disent, tu fais quoi comme, tu fais de l'UFC, d'accord, machin. Ça, on le sait, on la connaît, cette phrase-là. Ça, moi, j'ai peur par rapport aux conséquences que ça pourrait amener dans ce sport-là. Si des gens ont fronté, en tout cas, il faut qu'ils payent lourd. Et juste espérons qu'on n'assiste pas à un effondrement. Alors attention, quand je dis ça, le sport ne va pas disparaître, mais il pourrait se prendre, comme on dit généralement pour les combats, un bon chaos dramatique. Ça, c'est une vraie possibilité. Imaginez, dans un sport qui est régi quand même avec une masse financière dans les paris, s'il y a un enchaînement, alors là pour le moment on n'est qu'au Canada, mais si admettons, d'autres informations sont déterrées, et des informations lourdes. Là, vous pouvez être sûr qu'il y a d'autres provinces canadiennes qui vont interdire les paris UFC. Et si on a un effet boule de neige aux États-Unis, voilà, mais c'est une véritable catastrophe qui s'annonce. Voilà. Sinon, une petite réflexion sur les paris de manière générale. Ceux qui suivent le podcast depuis longtemps savent combien je suis pas un énorme client de paris. Bien entendu, on pourra me dire, ouais, mais il y a le jeu du prono ici. Et croyez-moi, pendant longtemps, et si je pense qu'il écoute l'émission, je lui fais une grosse bise, mon Adrien, au début, je voulais vraiment pas en faire. Et il me disait, et à juste titre, hein, mais c'est aussi ce qui plaît, il faut qu'on soit un peu tendance, il faut aller dans ce sens-là et tout. Et je dis, ouais, franchement, j'aime pas, les gens se la racontent avec les paris et tout. Il me dit, non, on peut faire ça vraiment à la manière cool et tout ça, sans que les gens se prennent la tête et tout. Du coup, on a mis en place ce fameux jeu du prono, sans argent,
qu'avec du fun, sans se prendre pour Madame Irma, et avec un bonus, un petit cadeau à la clé pour ceux qui peuvent gagner et tout. L'avantage de notre jeu du prono, c'est que ça coûte rien à part d'être auditeur de Fréquence MMA pour avoir le mot de passe. Sur Discord, on a aussi un salon pour les pronos, mais là c'est pareil, il y a 0 jeu d'argent, c'est entre les abonnés. Ça se partage généralement les paris qu'ils font sur Verdict, c'est fun, c'est bon enfant. Voilà, donc ça c'est cool. De mon côté, je fais pas ma vierge effarouchée par rapport au paris. Je parie parfois, mais vraiment de manière de plus en plus rare. J'ai pris 2-3 gadins, ça m'a calmé. Ça peut m'arriver. Mais voilà, vous le savez, c'est pas vraiment ma grande tasse de thé. Et je trouve parfois que ça nous dénature notre approche du fight ou du match ou quoi que ce soit. Parfois, moi, en ayant parié sur des trucs, je me suis retrouvé dans la soirée, alors à être complètement tétanisé par rapport à mon pari et pas être en train d'apprécier le truc. Alors je peux comprendre que sur un combat, un match de foot ou autre rencontre sportive sans enjeu, pas emballante en amont, on va dire, ça peut te mettre un peu de piment, un peu de sel. Mais moi je trouve que souvent ça peut vraiment te faire regarder combat, match ou quoi que ce soit en pensant qu'à ton pari plus qu'en profitant du spectacle. Moi, voilà, c'est un monde qui m'effraie, le monde du pari. Je sais pas si je suis trop vieux, quoi, qu'il y a des vieux qui perdent leur slip aussi là-dessus. Hein. Je trouve que parfois ça dépasse le sport, et plus il y a d'argent, plus on risque des abus, de la triche. L'argent appelle l'argent. Je suis en train de balancer et enfoncer des portes ouvertes, mais c'est une triste réalité concernant ce sujet-là. Enfin voilà, les amis, je pense que j'ai fait le tour. On est clairement avec un MMA, un UFC qui vise, voilà, qui est là, et l'UFC qui est sa plus grosse vitrine, qui est en train de se prendre un gros tremblement de terre. Et j'ai vraiment peur qu'il y ait des choses qui puissent être déterrées et que ça soit pas beau. On va rien devancer, on va y aller piano par piano. C'était important de sortir cette émission. Je pense qu'on a été assez complet là-dessus. Alors tu vas me porter une attaque franche et virile et moi je vais bloquer. Kamae. Alors tu précipites pas le mouvement, hein. Tu laisses bien venir de l'intérieur. Ça doit venir de très loin, c'est japonais. Quand tu le sens. Tu le sens pas là. Eh ben le fais pas, t'as raison. Attaque. Bon merde. On m'attaque pas dans le dos. Oh les mecs. Je vais te perforer le thorax, Jean-Claude, sortir ta licence. Jean-Claude, pense à ta licence.